écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, on est très heureux de recevoir aujourd'hui non pas un expert mais deux experts et même une experte. Je commence par présenter Madame Jeanne Passler. Bonjour Jeanne. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors je suis très heureux de vous recevoir parce que vous êtes musicologue. J'ai jamais vu de musicologue, j'ai vu beaucoup de musiciens dans ma vie mais j'ai pas vu de musicologue. Vous êtes professeur distingué à l'Université de Californie à San Diego, au département de musique. Oui. Voilà, donc professeur distingué, c'est le distingué qui est... Wow, donc c'est ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé le long des années, c'est magnifique. Et depuis 2012, vous êtes au Maroc, vous vous intéressez à la musique marocaine, à notre radio, à sa musique, à comment, en particulier au temps colonial, on a façonné une programmation musicale radiophonique. Pourquoi justement? Quels étaient les objectifs? Vous allez nous le dire ça aussi. Alors vous savez pourquoi le Radio Maroc? Parce que je travaillais avant sur la musique dans la Troisième République en France, c'est-à-dire de 1880 jusqu'à la Première Guerre. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parce que je travaillais sur la radio, aussi en France, mais il y avait une publication en Radio Magazine dès le début, avec toutes les programmations de Londres et de Berlin et tout ça, ils ont inclus Radio Maroc. Donc c'est votre travail en France qui vous a amené au Maroc. Oui. Mais avant de rentrer dans les détails, je suis obligé de présenter l'homme qui est intervenu, qui est plus connu que moi d'ailleurs sur cette radio, Mustafa Kadeli. Salut Mustafa. Bonjour. Voilà, tu es également invité à ce podcast. Parce que déjà, c'est toi qui nous as présenté Jeanne, et deuxièmement, parce que c'est ta période de prédilection, le temps colonial, le début du XXe siècle, l'identité, parce que la musique est beaucoup connectée à l'identité, donc tu es évidemment invité à parler à ce podcast. Donc, on revient à la première question que je voulais vous poser, Jeanne, c'est qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet? Donc, vous avez commencé à nous expliquer que ça s'est fait par la musique française de la Troisième République. Alors, parce que les programmes de Radio Maroc étaient dans la presse radiophonique en France dès le début. Non pas Radio AG, parce que Radio Maroc était avant. Et Radio Tunis aussi, ça a suivi. Alors, quand j'ai vu des programmes, je m'intéressais parce que dès le début, vraiment la deuxième semaine, il y avait des concerts du soir avec Beethoven, Mendelssohn, tout ça. Ensuite, toute une partie musique arabe. Et ensuite, le reste en terminant avec le jazz. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est la musique arabe? On est en quelle année là? 28, D'accord, 1928. donc en 1928, alors Radio Maroc, c'est clair, c'est l'émanation du système colonial, il y a comme Mustafa. Absolument. D'accord. Absolument. C'est toute une histoire, la radio. Comme il a dit Jeanne, Radio Maroc a précédé celle d'Alger et celle de Tunis. D'accord. Mais on avait une petite radio un peu privée de Gabriel Vert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le gars qui photographiait Moulay Abdelaziz, 1903. Le bricoleur, ingénieur. Le bricoleur, Moulay Abdelaziz. Ouais. Après, qui a fini d'ailleurs, je pense, à Darbo Ezza à faire de l'agriculture un peu avant-garde. Mais il a commencé sa carrière radiophonique à Casablanca. Hein, je veux dire, juste avant, il a arrêté en 1927. Il a créé une sorte de... avant Radio Maroc. Avant Radio Maroc, il a fait Radio Omega à Casablanca. Et il diffusait quelques trucs. Il a diffusé un discours du maréchal Lyautey en direct. Il a diffusé des chants pendant la guerre du Rif pour galvaniser les soldats sur le front. Soldats français. Et il faisait ça dans sa villa à Casablanca avant de passer le relais. D'ailleurs, c'est son émetteur qui a été racheté par Radio Maroc qui a commencé officiellement en février, mais vraiment en avril, n'est-ce pas, 15 avril 1928. 28. Et je crois que on a un livre extraordinaire d'un ancien de la radio marocaine, Abdelrahman Achour. Allô, ici Radio Maroc. Et ben, c'est comme ça qu'a commencé, paraît-il, un certain Mohamed El-Merini, qui était le premier à dire allô, Huna Radio Maroc. Huna Radio Maroc, il s'appelait Mohamed El-Merini. Donc le premier. Apparemment, on n'est pas sûr, mais d'après ce monsieur ancien de la radio, probablement c'est lui. Alors je me retourne vers toi, Jeanne, et donc en fait cette Radio Maroc, ce qui a attiré ton attention, c'est qu'il y avait de la musique, disons, européenne, classique, exact. Mendelssohn ou je ne sais qui, et ensuite du jazz, mais au milieu il y avait de la musique arabe. Alors c'était quoi cette musique arabe? Alors, ce qu'ils avaient dit dans la presse, c'était 30 minutes de la musique arabe par semaine par les professionnels réputés. D'accord, alors, 30 minutes par semaine. En effet, dans la semaine, juste à partir de 17 avril, donc juste après,
il y avait des journées de musique marocaine aux Oudaya, payées par le service des arts indigènes, c'est-à-dire le protectorat, où ils ont recueilli beaucoup de musiciens de partout, y inclut des Zemmour, des Berbères, des Chikrates et toutes sortes. Mais ils ont aussi eu la permission du sultan pour faire venir Jaïdi, son musicien principal. Et alors Jaïdi, est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur ce monsieur Jaïdi qui apparemment est important dans l'histoire qu'on raconte? Qui est cet homme en fait? C'est un grand musicien de Salé. De Salé. Oui. Et qui était plutôt un musicien du palais ou du sultan. Oui. Et qui est devenu... il jouait l'ala. Voilà. Au fait, c'est la musique de l'ala. D'accord. C'est ça. Et cet homme-là, il s'est mis à travailler à la radio, c'est ça? Alors, justement, il s'est présenté au public, au jardin des Oudaya, au lieu de juste ces sultans, pour ces journées de musique marocaine en avril de cette même année. Mais quand ils ont dit musique arabe là, je pense que c'était en effet lui et un autre musicien de Rabat qui ont joué avec un petit orchestre, parce que c'est en même temps. Parce que ces journées de musique marocaine, ça s'est passé en même temps que le début de la radio. Donc, je me posais la question de qu'est-ce que ça veut dire musique arabe dans ce sens. Alors, je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est une référence au Fassi qui s'identifiait avec l'Andalousie et l'arabe qui vient de cette longue traduction. D'accord, donc c'est plutôt de la musique probablement andalouse, la musique arabe. Absolument. D'accord. Oui. Donc cette radio va commencer avec 30 minutes par semaine, c'est ça? Oui, c'est ça, au début. Voilà. Mais alors, le sultan lui-même, et puis les Fassi, il y avait éventuellement un radio club des Fassi, ils ont insisté par moyen de la communication par Simaméry de demander beaucoup plus. Donc, les Marocains n'avaient pas beaucoup de disques, sauf les élites, mais ils voulaient beaucoup plus de musique. Et alors, en 1930, ils avaient créé un conservatoire de musique marocaine, et les professeurs de ce conservatoire, entièrement pour les Marocains, instruits par les Marocains, selon des méthodes marocaines, ont donné à partir de 1932 des concerts chaque semaine de la musique andalouse. Et donc, ils ont parlé du concert de musique andalouse. Donc, je vois ça dans le contexte des alliances faites au début du protectorat avec des élites marocaines et leur musique. D'accord. Donc en fait, pour bien comprendre, on décide de passer de la musique marocaine. Il y a une pression des élites, donc plutôt facile, qui demande plus de musique. On a un déficit de production. On va enregistrer ces gens-là et on va fabriquer ce conservatoire qui va être consacré à la musique andalouse. C'est bien ça. C'est ça. Alors moi, je me tourne vers Mustapha et je pose la question, Mustapha, en termes politiques, si on parle 2 minutes de politique, de l'organisation coloniale, donc du protectorat. Pourquoi cet intérêt pour la culture locale, en fait? Parce que là, on est en 1929, donc on est sous Moulay Youssef, je me trompe pas? Non, moi, c'était Mohamed Ben Youssef, ça y est. C'est le Mohamed V, déjà. bien sûr. Lyoté est parti. Oui. Il est parti en 1925. Ouais. Pourquoi cet cet intérêt pour la culture marocaine, la musique marocaine, en particulier andalouse, enfin, même si c'est elle à chez nous, la vision andalouse, c'est autre chose, mais pourquoi? Oui, si la radio, d'abord, en tant que création elle-même, on a parlé de cette expérience de Gabriel Vert, et puis l'intérêt des autorités du protectorat à installer un Radio Maroc qui parle en français à la base. Ils consacrent quelques plages horaires à ce qu'ils appellent la musique marocaine, et à travers elle, on va commencer la diffusion de l'ala, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la musique andalouse. Et donc, au début, c'est juste une petite plage horaire à l'intérieur de Radio Maroc qui diffuse, bien sûr, les bulletins d'infos en français et puis de la musique française. Et peut-être, comme c'était à la marge, on commence à s'intéresser au jazz, à des nouvelles musiques qui apparaissent, alors que c'est probablement pas, peut-être, Jeanne me corrigerait, c'était pas encore le cas en France de diffuser des musiques hors françaises. Et donc, on est dans un contexte quand même où on commence à mettre en place des outils, un petit peu de liens, parce que déjà, il y avait la presse. La France avait créé une presse, soit privée, qui était en français, et un journal en arabe qui a été créé à peu près à Tanger en 1905, mais qui devient l'outil de propagande officielle des autorités du protectorat, qui s'appelle Jaridat Saada, et qui a continué jusqu'à l'indépendance. Ce journal est un outil de communication des autorités du protectorat avec les élites indigènes. Exactement, c'est ma question. Et là, la radio, il ne va pas prendre le relais, mais ça va être un petit plus, parce qu'il faut se mettre dans le contexte aussi. La radio, ça coûtait très cher, le poste récepteur. On va les distribuer dans les écoles. Hein.
On va y venir, mais d'abord, c'est les... Non, mais en fait, ce que tu dis, en fait, si je reformule, dis-moi si j'ai bien compris, il faut que les Marocains écoutent. Pour que les Marocains écoutent, on peut pas leur mettre du Stravinsky toute la journée. Bien sûr. Et donc, du coup, l'outil de propagande devient inefficace vis-à-vis des populations marocaines. Donc, on va mettre de la musique marocaine pour pouvoir travailler, quoi. Mais les Marocains, l'élite marocaine qui a vu le poste radio au début, qui ont les moyens de l'acheter, ils attendent leur plage horaire. Ils vont pas écouter la radio tout le temps. D'accord. Non, ils attendent leur plage horaire. Il a évolué, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, et puis ça évolue. Donc on attend juste ce moment-là. Parce qu'il y a une énorme antenne, paraît-il. C'est une batterie qui coûte cher. Et bien sûr, est en 1930, là, 1930. Oui, on peut imaginer, il n'y avait que les caïds, les pachas, les qadis, les très riches commerçants. Oui, mais on peut qui se retrouver chez avoir eux. un poste. C'est pas. Oui, mais ils peuvent inviter. C'est pas donné. D'ailleurs, quand on regarde les magazines de l'époque coloniale, on voit les publicités des sociétés qui vendaient ces postes radio dans les magazines. Oui, dans les années 20 et surtout dans les années 30, avec des prix, des crédits, des trucs extraordinaires. Alors, il y a une chose qui n'est pas seulement le Maroc, mais qui a pris vraiment des racines ici. C'est la politique de la protection culturelle. Voilà. Et alors, ça a commencé avec des monuments historiques. Ça a commencé au début en rénover le palais du sultan dans tous ces palais. Et puis, ça est devenu les monuments, Tchela, Tour Hassan, et puis les Médina, etc. Et alors, en 28, c'est avec le nouveau sultan et tout ça, et avec une organisation où ils voulaient avoir aussi le reste du pays, éventuellement, ils ont compris que la musique, c'était une façon de protéger. C'est dans le même contexte que les autres formes de protection culturelle. C'est-à-dire, la musique, ils voulaient chercher où sont les musiciens et quelle sorte de musique ils font. Les recenser. Oui, recenser. Parfois les payer même. Recenser, payer. Et aussi, ils ont créé une profession nouvelle qui est très importante parce qu'ils étaient très bien payés. C'est-à-dire que les musiciens andalous, normalement, ils faisaient leur musique dans les cadres privés chez les élites. Oui, ça, c'est le public. Donc, pour moi, il y avait deux buts. Il y avait cette chose de faire plaire et de faire la musique. Et ils ont discuté beaucoup, quelles heures, etc. Mais il y avait aussi cette idée pour ceux qui écoutaient jusqu'à Chicago aux États-Unis, parce que Radio Maroc était diffusé partout. On sait parce qu'il y a des lettres. Ça donnait une bonne image du Maroc. Et du protectorat français au Maroc. Absolument. Qui protégeait la culture locale et qui n'était pas destructeur. Enfin, en tout cas, c'est l'image qu'il voulait donner. C'est bien ça, Mustapha. Et surtout que la guerre était encore, c'était pas fini. Voilà, c'est bien ça. Parce qu'on est en parallèle de Bougainfel et compagnie. Oui. Voilà. On n'est pas encore là, mais en tout cas, la guerre continue, on n'est pas loin. Bien sûr. Avec la pacification, avec beaucoup de guillemets, n'est pas finie. Absolument, voilà. Pas encore. Pour moi, l'idée, c'était que c'était une sorte de justification de leur présence sur le long terme. Voyez. En fait, c'est la partie protectorat, c'est-à-dire on protège également la culture. C'est-à-dire d'un côté, on va dominer, et de l'autre côté, on se présente comme les protecteurs d'une culture en danger. C'est bien ça, Mustapha? Oui, c'est l'IOT, dès le début, il installe une direction, ce qu'ils appellent une direction des arts indigènes. Les tranchants de Lunel était le premier. Justement, il s'installe au Zoudaya. C'est là-bas qu'il y avait une direction, c'est un peu l'équivalent d'un ministère à l'époque. Et on entreprend un travail de compréhension. L'IOT, avec son expérience algérienne et la destruction qui a eu lieu là-bas, a voulu essayer de donner plus d'attention à tout ce qu'il appelle art indigène, à commencer par, bien sûr, l'ornement, tout ce qui est ornement des murs, de construction, et on le voit d'ailleurs dans toutes les villes modernes, à Casa, Rabat, Meknès, Fas, Marrakech, c'est-à-dire cette prise en compte de ce cachet local pour nous donner des styles au niveau architectural. Et puis, petit à petit, on passe aux arts plastiques. On a eu premier artiste marocain peintre qui s'appelle Rbati, qui a été encouragé justement dans ce contexte. Ensuite, on passe au tapis, avec des labels, et c'est là qu'on invente un style qui s'appelle aujourd'hui le Rbati, dans ce contexte, avec la prise en considération un petit peu des différents styles où on a essayé de cataloguer. Ensuite, on passe à la musique, et ainsi de suite. Et là, la période dont parle Jeanne, on est dans la période de Prosper Ricard, qui était le directeur des arts indigènes, et puis c'est là qu'on a ce monsieur qui travaille avec lui, qui s'intéresse à la musique, Alexis Chautin. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce bonhomme? Alors, Alexis Chautin est né à Alger. Il était élevé dans un quartier où il y avait des immigrants espagnols qui chantaient la musique andalouse.
Le flamenco. Il s'est intéressé. C'est le flamenco ou autre? C'était musique andalouse, on dit. Espagnol. Oui, espagnol en tout cas. Et puis, donc, il a fait le conservatoire là, mais il est devenu professeur d'arabe. Alors, il a eu un poste à Salé, il était professeur d'arabe, À l'école des notables de Salé, des fils de notables. Excuse-moi Jeanne, pour l'anecdote, quand il était directeur de l'école des fils de notables à Salé, il avait refusé l'inscription à un certain Abdelrahim Bouhabid, Abdelrahim Bouhabid, quand il a voulu aller à l'école, ce directeur l'avait refusé parce que son père n'était pas un notable. Et son père fait intervenir quelqu'un, et c'est là qu'il a été accepté parce que le père d'Abdelrahim Bouhabid était menuisier. D'accord. Et c'est ce monsieur-là, c'est les instructions, parce qu'il fallait avoir un avis favorable des autorités coloniales pour accéder à l'école des fils de notables. Il est fait pour les fils des notables, pas pour les Marocains. Et c'est toute une histoire de l'école. Donc, pour la parenthèse, mais ce monsieur, quand même, il a eu une grande carrière politique dans l'histoire du Maroc. Il a marqué l'histoire contemporaine. Et c'est ce monsieur qui était directeur à l'école de Salé. On est en 1927. Il n'était pas directeur, il était un professeur. Enseignant et directeur. Enseignant. Après. Absolument. Oui, mais alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'il était arabophone. Donc, il s'intéressait à la musique, mais comme ça, en amateur, comme les Français qui s'intéressent à la chanson populaire dans leur patelin, n'est-ce pas? Donc, il est allé, il a recueilli des chansons en dehors de Fès, dans la brousse berbère en dehors, entre 22 et 27, et c'était le pacha de Fès, Mohamed Tazi, qui a demandé au service des arts indigènes de lui envoyer pour faire une requête des musiciens. Donc, ce que j'essaie de faire dans ma recherche, et ce n'était pas au début, mais ça est arrivé à ça, c'est de regarder toujours le côté marocain, parce que protectorat, c'est une chose, mais ça, c'était une collaboration. Et alors, ils ont créé la profession de musicien marocain dans le public et ils ont payé beaucoup. Il y a aussi, par exemple, avec Tazi, il y avait une collaboration. Et puis, à la radio, au début, c'était Ricard Chautin et deux Algériens vivant ici, inclus Simari. Donc, je suis un peu dans la même perspective de l'exposition faite par la princesse Lala sur le boulevard 5 en ce moment, où, quand ils ont des belles photos des villes nouvelles, ils disent que les villes nouvelles n'étaient pas possibles sans le savoir et l'artisanat marocain. Donc, j'ai cette même perspective sur le protectorat. C'est que, oui, il y avait des Français, il y avait des Français bons et des Français moches, mais il y avait des Marocains dedans, dans la musique, parce que la musique, c'est une création, une créativité, et on ne peut pas être victime ni dominé dans la musique. Donc, ils étaient des partenaires bien sûr. À plein, les Marocains. Donc, bien sûr, je suis convaincu que dans le détail des notes et de la musique de la production, le protectorat ne pouvait pas intervenir, n'avait pas la main. Important, hein. Ah bien sûr, c'est important, mais c'est une. Enfin, je pense que personne n'en doute. On n'a pas de. Par contre, le choix de la musique. Le Maroc a un patrimoine musical très varié. On a parlé beaucoup de musique andalouse, mais on peut parler des Gnawa, Issaoua, Jilala, Ahwa, Shahidous. Oui, mais la radio va évoluer justement. Dans la programmation. Ma question, on a parlé beaucoup de musique andalouse depuis le début. Est-ce que c'était la seule musique qui avait le droit de citer à la radio? Oui, non. Pourquoi? Est-ce que la diversité va on a quand même l'impression qu'on a beaucoup insisté sur ce style musical, peut-être au détriment des autres. Est-ce que mon impression est vraie? Ils ont essayé d'établir le ALA ici. Et ça s'est passé au Conservatoire de musique marocaine. C'était pour tous les étudiants de toute origine, sans payer, etc. Donc, ils ont essayé d'établir cette musique très importante, n'est-ce pas, qui était en train de disparaître. Parce qu'il paraît que les maîtres ne voulaient pas partager leur savoir. Et ça, c'est aussi en Algérie. Mais alors, pour le reste, dès le festival des journées de musique marocaine, il y avait toujours la musique berbère, il y avait toujours les chikats, il y avait toujours des melounes, il y avait toujours des kassidas, et il y avait un peu de musique andalouse parce que ce n'était pas encore en place. À la radio? Non, elle a parlé des journées de la musique marocaine. Journée. Ah oui, d'accord, mais à la radio? Oui, mais alors, à la radio, on sait qu'ils ont distribué des radios dans les pays berbères, pas seulement à Fès, mais aussi à Taroudan, à Tiznit, à Azou et tout ça. Dans les écoles, c'est ce qu'on disait. Dans les écoles. Et donc, je ne sais pas quelle musique ils ont distribuée dans ce sens-là. Mais
En 1934, en 1936, ils ont créé un conseil consultatif central à Rabat, parce que c'était les Français qui s'intéressaient à garder le Maroc dans l'Empire. Et alors, ils ont fait la même chose en Algérie. À Alger, c'était entièrement les Français avec un musicien. À Rabat, c'était 4 Français et 6 Marocains. 6, donc majoritaire ici. Il y avait 2 Belges, on a vu les noms. Oui. Et puis, alors aussi, ils ont créé des comités consultatifs dans les 4 villes où il y avait des studios. Donc, Rabat, Casa depuis le début. En 1936, mars 1936, ils ont créé des studios à Marrakech et à Fès. Et alors là, ils ont rassemblé des élites, je ne sais pas qui. Et eux, ces groupes, chacun avait des préférences pour la musique et ils ont contrôlé la programmation à partir de ce moment-là, dans la partie marocaine. Et alors, ils avaient le protectorat, la radio a créé un ensemble de musique andalouse, dans tout ça. Mais à Marrakech, où il y avait seulement 1400 Européens en comparaison avec 100 000 Marocains, ils s'intéressaient à la musique berbère. Donc ça, c'était toujours en place. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les Marocains, via ces comités, avaient la main sur la programmation musicale. C'est bien ça, Mostafa? C'est ça. Oui. Donc on n'est pas dans l'impôt, enfin, en tout cas sur les zones musicales marocaines dans la radio, parce qu'il n'y a pas que de la musique marocaine à la radio marocaine, évidemment. Mais il y a, dans ces zones-là, je ne sais pas exactement quel volume d'ailleurs elles avaient, parce qu'on a commencé avec une demi-heure par semaine. Je pense que là... Oui, ils allaient d'une demi-heure à 2 heures de concert le soir et à toute la journée. Donc, c'était très important et c'est contrôlé par les Marocains. D'accord. C'est contrôlé par ces comités, qui sont des comités, j'ai envie de dire, régionaux presque. Régionaux et ceux à Rabat. D'accord. Donc je repose ma question, est-ce que le fait comme ça d'associer les élites à la programmation, est-ce que ça a donné plus de variété dans la programmation? On est toujours resté... Ah oui. Oui, parce que par exemple, Fès faisait la musique andalouse, mais aussi la musique populaire. Le plus grand changement, c'était que ces élites, aussi faciles, adoraient le meloun. Et quand on dit musique populaire, c'était le meloun, des qasidas. Ils même lui donnent le nom de chanteurs et des poèmes. Donc ça, c'est influencé par la musique andalouse, mais c'est pas la même chose. Et ça, c'est un grand changement qu'on voit, surtout dans la programmation. Mais est-ce qu'on va carrément jusqu'aux catégories populaires et s'intéresser à l'Aïta ou de ces musiques-là? Oui, il y a ça aussi. Je n'ai pas tous les détails, mais j'ai quand même des détails. C'était la musique berbère, chant de Tiznit, qui était très important pour les gens de Marrakech. Et j'en ai même lu Dar Saïd, parce que Saïd, ils ont aussi des archives que j'ai pu consulter, qu'en effet, ils ont payé, la radio à Marrakech, ils ont payé beaucoup plus pour les musiques berbères, et pas seulement Tchleu, mais de toutes les tribus, beaucoup plus que la musique andalouse. J'avais l'impression que la musique andalouse, c'était un peu une imposition, mais le reste, ça, c'était là qui les intéressait. C'est là qu'on va voir apparaître justement la grande star de ce qu'on appelle la musique chlouh, la musique des Rouaïs, le Hajj Bel'aïd. Et je crois que, bien sûr, il y a le glaoui derrière, parce que justement, il y avait plusieurs raïs. On a des enregistrements qui datent des années 20 des raïs, mais là, c'est le Hajj Bel'aïd, d'ailleurs, qui est toujours aujourd'hui une icône pour l'ensemble des Rouaïs du Souss et de l'Anti-Atlas, du Haut-Atlas central également de Marrakech, qui reste l'icône, etc. Et puis, il va même au-delà, parce qu'il va enregistrer en France, chez Beydafone. Et je crois que sur YouTube, il y a l'un de ces enregistrements qui date de 32-33, qui commence comme ça. Beydafone تقدم الرئيس الحاج بالعيد بحضور الأستاذ محمد عبد الوهاب. بيضافون كومباني شهيرة عمارة باريس الحاج بالعيد والرئيس مبارك بحضور الأستاذ محمد عبد الوهاب. Alors,
Vous imaginez un petit peu quand même ce grand Mohamed Abdel Wahab que tout le monde connaît, qui était curieux pour voir un petit peu ce style musical, mais je crois qu'il était associé à Beidaphone. Il avait des participations dans la société Beidaphone et peut-être sa curiosité musicale l'a poussé à assister à cet enregistrement qui existe encore, qu'on peut écouter sur disque dont des extraits sont disponibles sur YouTube. Alors vous imaginez quand même, Abdel Wahab n'était pas encore très connu d'une manière très populaire, mais il faut noter quand même que le Glaoui avait ses préférences aussi pour la musique égyptienne, parce que dans le livre de son fils, on a la trace il avait fait venir un musicien d'Égypte qui a été installé par le Glaoui chez lui à Marrakech pour enseigner de la musique chez lui à la maison à ses musiciennes, et aussi même il l'a laissé aussi jouer chez d'autres musiciens. Je crois qu'il s'appelle Izzat Brahim ou quelque chose comme ça, pour enseigner la musique égyptienne. Et le Glaoui avait ses habitudes quand il partait en pèlerinage de passer par l'Égypte, d'écouter la musique égyptienne. Il a même fait venir toutes les stars, Mohamed Abdel Wahab, Keltoum, ont été invités par le Glaoui à Marrakech dans les années 30-40, bien avant qu'il soit connu. Donc ce Blaïd, pour revenir, est un protégé de Glaoui. En quelque sorte. C'est un peu son mécène, quoi. Parce qu'il chante aussi. On a un morceau, il chante ses louanges. Ouais. Il y a un morceau qu'il chante sur son petit palais de Taliwin. On a un morceau où il chante les louanges du Glaoui, etc. Est-ce qu'on a des traces de Haj Blaïd, sur... Oui, alors d'abord, pour le contexte de tout ça, c'est le contexte entre 1912 et 1934. Toute cette partie, le pays de Glaoui, était pas dans le protectorat. Et à mon avis, beaucoup des activités, pas seulement pour la radio, mais aussi les activités à Rabat pour faire des transcriptions de musique, même la danse, etc. L'édition fait avec l'aide des Tchle, parce qu'ils ont fait venir des Tchle au Conservatoire de musique marocaine pour ça. Alors, ça a été publié par les Français en 1933. Vous voyez, donc toute cette activité, c'est avant. Parce que Glaoui, qui m'intéresse fortement, Glaoui, c'était le point où c'est lui qui a un peu conquéri toute cette partie du Maroc. Oui, de sa domination, bien sûr. Oui, donc pour faire plaire à Glaoui aussi, ils ont élevé les Tchle, ils ont amené partout, ils ont filmé. Ah d'accord, ils ont utilisé la musique locale comme un moyen de se rapprocher Oui, il faut parler des Français. Oui, les Français, les tourismes étaient autour des Tchle et tout ça. Ça, c'est dans le... Donc en fait, Glaoui est devenu, par son importance politique, une sorte de promoteur de la culture amazigh, c'est ça? De la culture Tchle. Oui, Tchle, oui. Alors, Glaoui adorait la musique. Et alors, il a fait venir les Égyptiens, mais il a fait venir entièrement l'orchestre L'Amoureux de Paris. Oui, Simone Berriot en parle. Oui. Il a fait venir Ravel, qui a fait Boléro chez lui, etc. Donc, il adorait la musique. Bien sûr, il y avait des musiciens chez lui, des Chicap chez lui, et Belaïd. Je ne sais pas exactement son rapport, mais ça entrait dans le même domaine, mais peut-être protégé, mais je ne connais pas l'histoire de Belaïd dans le sens que est-ce qu'il était là souvent, mais c'était quelqu'un qui aimait toute la musique. Bien sûr. Alors, c'est un mélomane. Dans cette volonté, un grand mélomane. Un grand mélomane, oui. Et un protecteur aussi des musiciens. Alors, on revient à... Et de cinéma. Oui, puisqu'il a reçu, je crois, Charlie Chaplin, je pense. Oui, il a été derrière le premier film parlant tourné au Maroc, Eto, 1934. Petit bonus, parenthèse, pourquoi... Avec des Tchle. C'est un film français avec Simone Berriot. Et puis, bien sûr, il y a quelques Tchle qui font de la figuration, même des dialogues. Mais 1934, tourné entre Ouarzazate et Taliwin, d'où l'histoire du cinéma à Ouarzazate ne date pas d'aujourd'hui, ou d'hier, ou d'avant-hier. Bien sûr, le Glaoui est à l'origine de beaucoup de choses. On en parle sur le plan politique, sur d'autres choses, mais bon, mélomane, amateur de cinéma, et bien sûr, très connaisseur un petit peu des arcanes du monde, comme il a reçu Charlie Chaplin ou Winston Churchill, absolument, et d'autres têtes de personnalité. Vous nous avez montré, Jeanne, le codage. On sent que les Français avaient comme réflexe, et pourquoi pas d'ailleurs, de coder, de transcrire, de noter, de ranger, de consigner, l'art marocain ou la population marocaine, y compris les individus, dans des cases. Et on a vu qu'ils ont codé même les danses locales en inventant des codages pour le pied droit, pied gauche, etc. Ça, on l'a vu. C'est la notation de Chotin. Voilà, donc on a vu ça. Et quelle est l'idée derrière le fait de
coder tout ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on a peur que ça disparaisse? Est-ce qu'on a envie de l'enseigner? Est-ce qu'on a envie de le préserver? Est-ce qu'on a peur que l'arrivée de la modernité détruise ça? Ou est-ce que c'est une façon de se rapprocher des gens? Je ne sais pas. Je pense que c'est dans ce politique de protection culturelle. Parce que d'abord, on ne va pas lire ça à danser. Les Marocains n'ont pas besoin d'une notation. Mais comme il a fait pour Jaidi, ça fixe un certain moment pour l'avenir, pour que ça soit gardé, si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, parce que peu après ça, c'était le grand festival de musique marocaine à Fès, en 1939. Extrêmement important, parce que c'est juste avant la guerre. Et alors, dans ce festival, ce que j'ai remarqué, pas tout de suite, mais le long des années, qu'il y avait une égalité, un équilibre entre la quantité de musique andalouse et la quantité de musique berbère, principalement tchle, mais pas seulement, pendant toutes ces journées. Au début, dans les archives, ils ont conçu ce festival comme musique andalouse. Mais ils ont changé ça de nouveau en musique marocaine. Et il y avait aussi une parité entre les musiciens, les musicologues de l'époque marocaine et occidentale. Mais ça veut dire qu'au début, dans les fins des années 30, on a commencé à voir en Algérie des émissions de musique kabyle, mais dans un cadre de musique arabe. Et on a commencé aussi à voir ces émissions, comme je vous ai montré en 38 ici, mais c'était aussi, à mon avis, mon impression, c'est que les Français voulaient avoir tout le pays pour que le pays ne se sépare pas. Et donc, ils ont commencé à concevoir une idée d'identité musicale, marocaine, musicale, plus large. Pas seulement à Marrakech. Plus large. Oui, justement, parce qu'il commence même des bulletins d'infos en berbère, comme il disait, à la même période. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a la guerre. Justement, parce que c'est eux qui vont aller se battre. Radio Berlin faisait des bulletins d'infos en tamazir, en tashlahit, je ne sais pas, en berbère en tout cas, comme il disait à l'époque. Et puis, c'était très écouté, paraît-il, à Khnifra et à Marrakech. Alors du coup, on se rend compte qu'il y a une erreur, donc pour des raisons de propagande, il faut absolument s'adresser au Schle, comme il disait, pour qu'il ne puisse pas s'aligner sur les thèses allemandes, etc. Donc là, on commence un bulletin, un peu 5 minutes à peu près. Nous sommes en 1940. 1940, on va revenir peut-être après sur cela, comment on va faire évoluer. Mais bon, officiellement aujourd'hui, dans la radio nationale en Tamazirt, on parle de 39. Et je crois que c'est le contexte de la guerre quand même qui fait évoluer cette mentalité pour déplacer et faire évoluer, donner des bulletins en plus de la musique et la variété de la musique. On commence même à s'intéresser un petit peu à ce qu'ils appellent le Rifin, c'est-à-dire Tamazirt du Nord, parce qu'il y a une partie du Rif qui fait partie du Maroc français, c'est-à-dire Iznaya, Iznasen, etc. Et donc il fallait aussi ne pas les oublier, ce qui nous renvoie à ce qu'on avait dit au début, comment le Glaoui agit et donc on lui fait plaisir, et donc on inclut un petit peu certains Raïs, les Raïs, etc. Et on pense un peu à Zmour, la région de Zmour, pour parler un peu, représenter un peu ce qu'ils appellent le Moyen Atlas, Imdiazn, etc., Hidus, et avec la contrainte de la guerre et l'évolution politique dans les années 50, on fait qu'on va commencer à s'adresser à ces gens-là parce que justement la crise politique elle est là et donc il faut faire, comment dirais-je, la propagande. Et ça commence en 40 avec la Radio Berlin. Et il y avait un Ashlahi d'ailleurs, comme des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. À Berlin, ça c'est un autre sujet pour la propagande nazie, ça une autre paire de manches. C'est extrêmement important parce que pour cette raison de Paris, de Berlin, d'Égypte et tout ça, ces émissions en arabe avec la musique, etc., les Parisiens de Paris ont décidé de créer une chaîne très puissante à Tunis PTT, contrôlée par eux. Et alors, c'est justement pour ça, c'était créé en automne 38. Donc ça, c'est exactement le contexte. Mais ça a pris les Algériens longtemps de créer des émissions kabyles. Tandis qu'ici, avec Marrakech, c'était musique berbère dès le début, vous voyez. Mais la chaîne, ils ont créé alors après des émissions berbères au Maroc à partir de 45. C'est la date que j'ai. Et puis, alors, le mardi, le jeudi, le samedi, de 19h45 à 21h, je ne sais pas quoi. Donc, il y avait aussi, ils ont créé en 48 ou 47 une chaîne
arabe et puis une chaîne française. Alors, quand j'ai regardé le programme, ça m'a surpris parce que les émissions en berbère, information et musique, parce que c'est toujours musique et information. À mon avis, c'est la musique qui a attiré. Bien sûr. Et puis, ils ont mis les renseignements au milieu. Bien sûr. Donc, si vous voulez partir, et les Français, même chose, causerie au milieu. Mais alors, qu'est-ce que, comme musique, j'ai trouvé que les émissions berbères étaient entièrement dans la chaîne française. Et la musique andalouse, les deux côtés. Ah, explication. On a besoin Donc, de décrypter ça. C'est extrêmement intéressant. Bien sûr. Alors, j'en ai accès des programmes pour ça. On est en quelle année, là? 48. Après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Mais il faut travailler à la tire des programmes entièrement en arabe pour aller beaucoup plus loin dans tout ça. En 53, ils ont fait 3 chaînes françaises, arabe, berbère. Mais quel arabe? On dit en arabe. Alors, C'est comment ça parlait? dialectal, parce qu'ils ont commencé à faire des cours en dialecte marocain. Mais au début, Radio Maroc, dans quel arabe ils ont commencé au début? Alors, moi, je pense que c'était littéraire classique pour les élites. Il y a toute une discussion sur ça. Donc, c'était pas marocain. Donc, C'est après la guerre, donc, qu'ils pensent à passer à ce... oui, ou pendant, n'est-ce Pendant pas? la Deuxième Guerre. Oui, pendant, oui, 39. De toute façon, on a quand voyez. même l'impression qu'en temps de plus la crise est forte, que ce soit le Covid ou la guerre, Deuxième Guerre mondiale, plus on essaie de se faire comprendre par le plus grand nombre, et plus on abandonne l'académisme et qu'on se rapproche Et l'idéologie. Exactement. Là, ce que parler veut dire. Voilà. Ouais. Mais c'est aussi une période où ils ont reconstruit le pays, hein, quand les autorités, c'est pas seulement Fès, Marrakech, Rabat, Casablanca, mais le reste du pays. Donc, ce qui disparaissent par les années 50, c'est que, oui, il y a un peu de musique andalouse, mais on l'appelle musique classique. Et puis on parle de la musique populaire, c'est de plus en plus, pas seulement Tchle, mais tous les autres domaines. Et puis on parle de la musique moderne. Et alors, dans les années 50, il y avait un orchestre populaire dit Maloun, à Rabat, un orchestre moderne de l'Orchestre national de la radiodiffusion marocaine et un orchestre andalou. Donc l'andalou, ça prend un peu sa place avec la variété Alors, d'autres. ce qu'on appelle moderne, à mon avis, dans ce contexte-là, c'est un orchestre de type égyptien, quoi. Ça, oui, c'est-à-dire... Là, on est dans le background de ce qu'on va connaître après l'indépendance. Montrez-le-moi comme ça, je veux vous dire. Oui, voilà, c'est un orchestre, exactement. C'est un orchestre. C'est le background des musiciens qu'on va trouver après l'indépendance de ce qu'on appelle la musique marocaine. Abd Nabil Jirari, Ahmed El Bidawi, Mati Ben Qassem, ils vont tous commencer dans cet orchestre moderne dont ils viennent de parler. Wow, that's Et great. c'est eux la base de ce qu'on va appeler la musique moderne, avec certains qui ont été en Égypte, comme Abdelwahab Agoumi, et qui vient et qui installe le conservatoire en enseignant la musique égyptienne. Alors, c'est toute l'histoire idéologico, je ne sais pas quoi, comment l'appeler, de la notion de la modernité, avec cette évolution qui va avoir lieu dans les années 50, mais dans le contexte de crise politique, et justement, on va essayer de jouer sur le culturel, sur la musique, sur l'art, etc., pour dissoudre la crise politique qui était au Maroc, qui était, je veux dire, c'est le début de l'agressivité du mouvement de libération nationale, avec la création carrément de l'armée de libération nationale. Mais je comprends bien le côté. Moi, j'ai juste besoin d'apporter un point. C'est important de dire, c'est important d'insister sur un point. C'est que cet orchestre, par exemple, moderne, qu'on voit là, c'est un orchestre qui est une création de la radio, comme des orchestres andalous. Ce sont des grands ensembles qui se produisent à la radio, dans les élites. Mais il faut quand même rappeler que si on va dans la musique populaire marocaine, quelque chose qui ressemble à cet orchestre moderne n'existe pas. Il n'y a pas à... je sais pas, Esfi, Oujda, ou Khnefra. On est à Rabat. Non, non, il n'existe qu'à la radio. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se retrouve comme ça à 40 pour jouer chez des gens. Les gens, dans leur sphère privée, ont toujours fait appel à des ensembles plus petits, mais très différents musicalement. Vous allez avoir de l'Aïta, vous allez avoir Gilala, Hidous, Aïssawa. Toutes ces choses-là ont rarement été représentées au niveau des médias marocains. Très rarement. Il faut le dire. Aujourd'hui, quand les Gnawa sont au patrimoine mondial et s'ils sont célébrés, etc. Moi, quand j'ai commencé à mon âge, quand j'ai commencé à m'y intéresser à 30 ou 40 ans, je peux vous garantir qu'ils ne passaient jamais à la radio. Donc c'est important à dire. Bien sûr. Et que l'inverse est vrai, c'est-à-dire ce qu'on avait à la télé, c'est-à-dire ces grands ensembles comme l'orchestre moderne, n'était non plus jamais chez les gens. Tout à fait. Voilà, c'était deux mondes disjoints.
les musiques de trance populaires, etc., ou les festives, et tu avais les musiques savantes, comme les 3 orchestres que Jeanne vient de nous montrer, l'orchestre Melhoun, traditionnel, l'orchestre andalou, que tout le monde connaît parce qu'on l'a grandi avec tous les soirs, et l'orchestre moderne qui était Sara al-Fni al-Kobra, qu'on avait, parce que ces gens-là sont restés jusque, il faut dire ça, et on avait un autre monde, et ces 2 mondes, bizarrement, se sont rejoints très tard. Justement, la modernisation de la musique, dite populaire ou la shabi, comment les Marocains juifs vont moderniser cela, et ça va devenir une sorte de musique à cabaret. Et du coup, tout un imaginaire qui va se construire là-dessus, en parallèle, avec ces musiques qui vont devenir un peu officielles au niveau de la radio, au niveau de la télévision, comme tu as dit, quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'écoutait pas, et ça a mis du temps pour que l'élite se sente issue d'abord du peuple avant d'être élite. Peut-être elle a son style musical comme toute l'élite du monde, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas aussi ces musiques qui viennent des roots. Et ça, non, c'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer. Pour moi, je ne veux pas rentrer dans une philosophie, mais c'est l'image qu'on a envie de donner. L'image qu'on a envie de donner, c'est ça. C'est-à-dire que l'élite peut ramener des gnawa chez elle, mais l'image qu'on a envie de donner est une chose différente de ce que tu aimes vraiment. C'est-à-dire, je peux manger, moi, des choses tous les jours, et quand j'ai des invités, je mange autre chose. Absolument. Donc, je pense que c'est cette optique, je la vois. Belle métaphore. Je consomme quelque chose, et quand je suis en public, j'ai 2 choses à dire. À ce sujet, il y avait un côté de Jacques Berck qui réduisait la musique en Algérie au folklore. Alors, le côté folklore, ça peut être toutes ces petites choses, mais c'est dans une catégorie de folklore. Oui, inférieur. Heureusement, au Maroc, on n'a jamais utilisé ce mot. Et on a essayé plutôt de valoriser la musique et pas de les mettre dans le folklore. Si, on a créé le Festival du folklore en 1960 pour entretenir le tourisme, mais pas dans une perspective d'une musique qui passe régulièrement à la radio, à la télévision. Mais ça, c'est après l'indépendance. Oui. Moi, je parle uniquement du protectorat. Je n'ai jamais vu référence au folklore dans la musique. Le mot folklore. Oui, d'accord. Parce que c'est la pureté, tout ça. Ça, c'est très français, c'est très en Algérie. Non, le mot folklore pour les Français renvoyait à ce qui est français et qui était en cours de disparition, ce qu'ils appellent la musique bretonne, alsacienne. C'est-à-dire au moment où la France se modernisait, coupait les racines parce que ça parlait ce qu'ils appelaient les patois locales, etc. Il y a des papiers, des écrits où on s'intéresse à cet aspect dit du folklore dans la culture française, mais quelque chose d'ancien, de rural, de régional, qui ne cadre pas avec la vision de la République. Mais aussi, en 1937, ils ont eu une grande colloque sur ça. Mais c'est pour vous dire, Jacques Berck, il y a une thèse très importante pour un Français qui dit que l'Algérie, c'est la musique du folklore. Moi, ça me rend malade. Mais au Maroc, on n'a pas ça. Donc, c'est une sorte. On utilise pendant la période coloniale. Donc, c'est un peu pour ça qu'on ne prend pas ce côté folklore, c'est-à-dire des musiques populaires dans les cadres comme ça, qui pourraient être folklore dans un contexte français, pour ne pas mettre à la radio, qui était la construction d'une identité peut-être. Mais j'ai voulu juste faire un début et un fin pour cette notion de moderne, dont vous connaissez beaucoup plus que moi. Alors, il y avait une réunion le 14 janvier 1939, une réunion du comité consultatif central de radiodiffusion qui s'est passée à Dar el Makzen, c'est-à-dire le sultan, et ils ont mis un aveu formulé par les membres indigènes, celui de voir se développer une musique marocaine moderne. Alors, je continue parce que pour moi c'est de l'or ça. La plupart, ça c'est les procès-verbaux, la plupart des auditeurs en effet sont là de n'entendre que de la musique andalouse. Déjà. Beaucoup n'apprécient que médiocrement la voix aiguë des chicates et le succès grandissant des disques égyptiens froisse certains d'entre eux dans leur amour propre de marocaine. D'autant plus qu'ils décèlent dans cette musique andalouse moderne l'influence de la musique européenne. D'accord. Alors, ça, c'est 39. Alors, ensuite... Donc, il trouve qu'il y a... parce que c'est que ça, vous avez raison, c'est de l'or. Donc, il trouve qu'il y a trop de musique andalouse, qu'il soupçonne de venir un peu sponsorisée par l'Europe,
Les shirkhat, c'est très aigu. Ça passe pas dans les ondes d'ailleurs, je vous le dis. Donc c'est ça ce qu'il est. Voilà, les shirkhat, c'est très aigu. Jusqu'à aujourd'hui. Non, mais c'est une question aussi de qualité de réception des radios. Hein. Il y a un problème technique aussi sur le spectre. Et la troisième musique qui les dérange, c'est l'égyptienne parce que, pareil, on est des Marocains. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils proposent? Alors, c'est intéressant parce qu'en dehors de ça, ils ont aussi demandé à Chouta, qui était cet intermédiaire né en Algérie très pro-marocain, de créer un cours, n'importe, pour essayer de former des Marocains, de former une musique moderne avec les Marocains, c'est-à-dire de les former. Alors, est-ce que ça s'est passé? Malheureusement, en 1948, il a créé un nouveau orchestre franco-marocain de musique andalouse. C'est-à-dire qu'ils ont mis des clarinettes et des saxos dans le même orchestre que le oud et le tar pour faire de musique andalouse. Et puis, il a créé un institut pour créer la musique moderne, mais c'était très à la française. Il était à la fin de sa carrière, donc. Mais alors, si on va pour cette question de cabaret qui est extrêmement important, dans un numéro spécial sur la radio en 60, et j'ai vu toutes les musiques. Alors, j'ai dit qu'il y a 35 heures par semaine d'émissions berbères, mais il y a 72 heures de variété et de disques de variété. Variété, ça, je me demande si c'est un peu ce cadre de cabaret, de variété dans le sens français, c'est-à-dire de musique populaire. Oui, mais donc, on doit être ça est devenu en 60, avec 4 heures par semaine d'orchestre andalouse, 4 d'orchestre moderne, 72 de variété, et disques de tout ça. C'est pas ce qui est passé après, mais c'est quand même assez intéressant. Oui, mais je pense que c'est l'explosion de ce qui va donner Hussein Slaoui, Hamid Zahir, peut-être Selim Hilali, enfin des musiciens comme ça, un peu populaires au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qui écrivent des chansons où on va trouver un petit peu de Chabi, un petit peu de Melhoun, un petit peu de... Je crois que Slaoui est une révolution. Lui, c'est une révolution dans le sens où il s'intéresse à la situation politique et il parle de... Non, même par le texte, par le jeu, par l'orchestre un peu moderne. Mais c'est ce qui va vraiment, c'est la marque marocaine un peu... Absolument. Où tu entends de tout. Tu entends du Mrakchi, tu entends du Arobi, tu entends tout là-dedans, quoi. Il y a aussi un contexte politique. Je voudrais revenir à la guerre parce que quand ils ont commencé à faire le Merder, alors pour moi je vois une motivation politique. Alors en 1939, ils ont commencé à faire des concerts au Maroc de musique andalouse, marocaine, algérienne et tunisienne. Donc ils ont commencé, à mon avis, de voir un peu le Maghreb comme l'Empire français, et puis ils partagent la musique andalouse, l'Afrique du Nord française, on commence à parler de l'Afrique du Nord française. Oui, c'est ça. Mais en même temps, au début des années 40, ils ont aussi fait beaucoup d'émissions, surtout en Algérie, français, dominé entièrement par les Français, de mettre des tchabis, des musiques berbères, algériennes, de Constantine, des Bédouins et des Marocains sur les mêmes programmes. C'est-à-dire de voir aussi le monde berbère, maghrébin, comme ça. Oui, c'est ce qu'ils appellent la fraternité franco-nord-africaine pendant la guerre, pendant la défaite. Et du coup, on cherche la cohésion et on mélange les programmes. On est tous un face à la situation, etc. C'est de la politique, comme on dit chez nous. C'est de la politique. C'est pas de la politique. Ben, il y a la politique. Il y a la politique aussi. Et quand il y a siyasa, il y a siyasa. C'est pas la même chose. Ton ami Mansour Sadi a parlé de siyasa. Saïs, la plaine de Saïs. C'est Saïs ma'ah. C'est pas loin du même sens. Non, c'est pas du tout. Le mot siyasa qu'on a aujourd'hui pour traduire le mot politique. Mais saïsma, ça veut dire négocier. Absolument. À l'origine, c'est ça, siyasa. Mais c'est pareil. Mais non, mais siyasa aujourd'hui. C'est l'inverse de la brutalité, si tu veux. Voilà, mais siyasa, c'est un peu une sorte de lutte, mais c'est ton ami Mansour qui le dit, c'est pas moi. Il a écrit le dessus. Mon ami Mansour, qui c'est mon ami Mansour? Mansour Sadi. Il est devenu mon ami. Je sais pas quand. Tu es devenu très copain avec tous les sultans de l'histoire et les grands personnages. Bien sûr, ça m'intéresse. C'est extraordinaire. Bien sûr. Alors, quand on a, juste avant de démarrer, j'ai une dernière question pour vous, Jeanne. Quand on a parlé juste avant d'enregistrer, vous avez dit que vous trouviez que
la musique andalouse, donc elle a, enfin déjà ce mot andalouse mériterait un podcast tout seul, mais c'est pas la question, avait été finalement surreprésenté. Il avait pris un peu le label Maroc. Voilà, il a pris le label Maroc. Et c'est vrai que surtout vu de l'étranger, alors peut-être pas dans la sphère coloniale, etc., mais dans la sphère mondiale, très longtemps, ça a été la musique marocaine. Preuve en est, dans les avions de la Royal Maroc, qui avait systématiquement. Et vous m'avez dit, c'est dommage. Vous pouvez développer ça, vous dire pourquoi et comment. Enfin. Alors, comme observation de voir musique arabe dans les programmes au début, quand j'étais à Paris, dans les archives de la radio, ça m'a posé la question, c'est quoi et c'est qui? J'ai aussi, pour un article que j'ai fait il y a longtemps, j'ai fait un petit sondage de quels étaient les concerts à l'Institut du monde arabe à Paris. Et pour les concerts maghrébins, ils étaient à l'époque, avant que je venais, n'est-ce pas? Donc 2010, 11 comme ça, entièrement musique andalouse. Bien sûr. Alors, puis quand j'étais à... En quelle année, sur quelle période? C'était Avant 2012. Avant 2012, avant que je venais ici. Sans faire de musique andalouse. Oui, 10, 11, par là. Et alors, donc, je me posais la question, parce que j'étais au courant des formes populaires dans l'Afrique du Nord, du Raï, de tout ça. J'ai dit, mais où se trouve le reste? Donc, mon projet depuis, c'était justement de voir pourquoi cette domination qui existe à nos jours, pour cette belle musique qui a raison pour être admirée, etc., mais où se trouve le reste? Donc, ça, c'est la raison pour mes recherches, justement. Donc, il faudra revenir quand vous aurez trouvé la réponse. Alors, la réponse, c'est que dans les années 50, la radio arabe, mais entièrement marocaine, mais avec beaucoup de Abdul Wahab, n'est-ce pas? Donc, il faut préparer ça. Mais aussi beaucoup d'autres choses. Il inclut les glawak, beaucoup de musique. D'accord, donc ils sont disparus après. Ouais. Mais il me faut des collaborateurs marocains. Pour faire ces recherches. Pour lire en détail, comme je le lis le côté français, pour comprendre le reste. Parce que pour moi, un projet que j'ai en cours, c'est vraiment ce projet de dialogue. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui maintenant. Même si on n'est pas d'accord, en fin de compte, on est d'accord. Parce que je change mes opinions, et peut-être vous changez les vôtres aussi. Donc on va trouver un milieu où on reste dans les différences. C'est vous les Marocains, c'est pas moi. Hein. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette super intervention, super rencontre. Mustapha, tu as quelque chose à Merci à vous et merci surtout à Mustapha. Merci à Jeanne parce qu'il m'a poussé un petit peu justement à chercher sur les On n'avait pas que la radio là-bas. Et puis ça nous renvoie quand même, quand je suis passé une fois à Al-Houbous, il y a une association de l'Ala qui s'appelle comme ça. On est dans les années 20 avec la constitution du quartier de Oui, je l'ai vu quand j'étais là aussi. Oui. Après, ça devient la musique andalouse et ça devient un grand problème entre les autorités coloniales espagnoles et françaises sur qui a la vraie dite musique, dite andalouse, qui sont les vrais descendants andalous, est-ce que c'est les Maurice, est-ce que c'est les andalous, est-ce que c'est Fès, c'est Titoine, et là on a une grande compétition, Fès fait ses concerts et sa musique, Rabat fait sa musique marocaine, au début andalouse marocaine, Titoine va faire ça aussi, et ils vont également faire exactement la même chose, et justement parce que la radio de Titoine, Radio Dersa d'ailleurs ça s'appelait, née ou créée en 1934 sous la République que Franco va utiliser en sa faveur, et ça va devenir aussi un outil de propagande. Ensuite, justement, sur ces histoires de radio, j'en arrive à Tanja. Tanja qui était une ville internationale et qui était un petit peu, qui appartient à tout le monde, et avec ces Américains qui arrivent pour nous créer Radio Tanja 1947, grand journaliste, reporter américain qui arrive et qui va s'installer et qui va jouer un rôle très important parce qu'il va diffuser, tu sais, le discours de Mohamed V quand il est allé à Tanger en 1947, et Radio Tanja va le diffuser, les Tangérois avec des haut-parleurs, des gens partout à Tanger, écoutez cela, vous pouvez imaginer cet impact, surtout au niveau des programmations musicales, ça change un petit peu. On pouvait capter par les shortwave, les SW, un peu partout, je veux dire, on écoute à l'étranger, etc. On ne se contente pas que de radio là-bas, puisqu'on a la possibilité de changer Non, mais tu fais bien d'ouvrir ça, de rajouter au podcast. Last but not least, comment Franco va investir la radio au Sahara à partir de 1960, quand il va annexer officiellement le Sahara à l'Espagne en 1959. Il va créer une radio l'Ayoun, et là, c'est là qu'il va commencer sa propagande pour parler du peuple sahraoui, etc. Il va même créer 2 radios, une à l'Ayoun et une en 1961. Il parle parce quelle musique, ces radios? C'est pas... Non, ça diffuse. Non, j'ai accès un petit peu à une programmation, beaucoup d'émissions politiques. Non, la musique. La musique Hassani.
C'est là que la musique hassani va s'électroniser un petit peu. On va commencer à passer à la guitare électrique alors qu'auparavant, il n'y avait pas la guitare électrique. Ensuite, on va créer même une autre radio à ce qu'ils appelaient Via Cisneros Dakhla en 1967. Radio Tanger 1946. Donc imaginez, on a Radio Rabat avec ses 4 antennes, Radio Dersa de Tétouan, Radio Tanja. Après, on va avoir Radio Laayoune. Au début, Laayoune, c'était les radios Canarias. Donc là, on est dans un champ extraordinaire de réseaux de communication avant les réseaux sociaux, mais ça reste toujours parce que, à l'époque, les courriers, les auditeurs, les auditrices envoyaient des lettres pour demander tel ou tel morceau de musique. Et c'est en parallèle avec toute cette histoire d'enregistrement. On a évoqué tout à l'heure Beidafone et toutes les autres sociétés qui commençaient à enregistrer Il Melhoun, Il Ala, Il Rouaïs. Et c'est les premières musiques qui ont eu accès avant, en parallèle un tout petit peu la musique du Rif, mais très peu, ça s'explose après l'indépendance, mais très peu par exemple de la musique du Moyen Atlas. Ça on le trouve dans les archives de l'armée française et de l'armée allemande. Même l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, quand il a fait des prisonniers, et il a enregistré des soldats marocains qui étaient issus de différentes régions. Et on a cette richesse qui est toujours là et qui toujours pas exploité. La même chose pour l'armée française qui a enregistré des soldats comme ça, des chants de captivité côté allemand et des chants un petit peu traditionnels chantés par les soldats marocains pendant leur moment de repos, de convalescence, etc. C'est d'énormes archives qui ont besoin d'être traitées, d'être travaillées. Jeanne est une pionnière. Je remercie beaucoup de m'avoir mise sur cette piste parce que depuis qu'on se connaît, on parlait, on discutait, on essayait de comprendre ensemble. Et là, avec le travail colossal qu'elle a fait, espérant que ça va aboutir à très bon résultat. Alors oui, j'ai quelque chose à ajouter à ce sujet sûr. des chants. On n'a pas parlé des chants. Des chants, c'est des textes, n'est-ce pas, des chansons. Alors, j'ai travaillé aux archives diplomatiques en France et dans la partie confidentielle, secret, etc., pour la censure. Parce qu'on se demande toujours, les Français, ils ont censuré. En effet, ils ont surveillé, mais ils censuraient pas beaucoup. Mais alors, j'ai trouvé un exemple de censure dans cette même période avant la guerre. Les autorités avaient peur que, par moyen des textes, en faisant référence à l'Égypte, que ça va leur donner l'idée de se séparer des Français. Et alors, ils ont traduit un certain nombre de textes en disant « Ah oui, mais non, ça, peut-être ça ». Et alors, pour les peut-être, une dizaine peut-être, disques, ils ont décidé non pas de censurer du marché marocain, mais de censurer des soldats marocains dans l'armée française. C'est-à-dire les Marocains qui eux-mêmes allaient se coucher en pensant de l'Égypte et tout ça, ils ne feront pas le travail. Donc, c'est assez intéressant. Ces chants, c'est un autre domaine. Excuse-moi, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on les empêchait d'écouter de la musique égyptienne. C'est pas la musique égyptienne, non. Il faut déjà Ce n'est expliquer jamais le la contexte. musique égyptienne, c'est les chants qui se réfèrent à l'Égypte qui était indépendante avant le Maroc, j'ai compris. Mais pourquoi les soldats? C'est-à-dire... Parce que les soldats, c'était dans une position, ils devaient être pro-français, travailler pour les Français. Mais on les empêchait à eux d'écouter ces chants. Oui. Mais comment? Ils ont interdit la circulation de ces disques parmi cette population de soldats. Juste chez eux. Juste chez eux. C'est une censure light. Hein. Il y a des officiers spéciaux pour ça, ils s'appellent les officiers des affaires militaires musulmanes. N'ouvre pas ce dossier, s'il te plaît. Les officiers des affaires musulmanes. Des affaires militaires musulmanes. Et c'était eux qui étaient chargés de surveiller justement. Qu'est-ce qu'écoutent les militaires marocains? Tout. Non, c'est un niveau de détail, hein, parce qu'il y a une solution qu'on aurait pu avoir, c'est Haïli Tchikullo, tu vois. Ce qu'ils écoutent, ce qu'ils pensent, comment ils pensent, les clans, les groupes, les influences, on les est toujours dans les discussions, comment les orienter, comment même leur faire parachuter des moutons de l'Eid assiégés par les Vietnamiens au Viet Cong. Et voilà, Inch'Allah, dans un prochain podcast. Merci beaucoup, Jeanne. Merci Mustafa, c'était passionnant. Merci beaucoup. Et comment la musique façonne l'identité, comment elle est utilisée, comment la colonisation l'a utilisée, tout ça est très intéressant. Merci les amis, à la prochaine pour un nouveau podcast Histoire. Ne vous éloignez pas, la quête continue. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.